Bonjour, bienvenue, ceci est notre dernier épisode de l'année 2018. Épisode 194 qui n'a pas été facile à boucler, ça je peux vous le dire, puisque c'est un petit peu compliqué, hein, toujours en fin d'année, d'arriver à réunir tout le monde pour un épisode. Chacun a des obligations, tant familiales que professionnelles, certains sont à l'étranger, etc. Donc j'ai mis tout le monde au pied du mur en disant, ben voilà, si on fait un épisode 194, eh bien vous m'envoyez vos sujets que vous enregistrez par vos propres moyens, et tant qu'à faire, laissons tomber peut-être l'actualité le temps d'une semaine pour parler de ce que vous avez envie de parler, vous me racontez ce que vous voulez. Évidemment, toujours dans le cadre des technos, hein, il faut être très, très clair. Donc chacun a pris des pistes un petit peu différentes. Je vous propose de commencer par Marc, et sa piste à lui, c'est de faire un petit peu le bilan de cette année un petit peu terrible pour le réseau social Facebook. Hello tout le monde. Voilà. Alors, cette fin d'année, outre les traditionnels vœux, il est généralement d'usage de se repencher sur la période qui vient de s'écouler. Et en ce qui me concerne, moi j'aurais voulu revenir quelques instants sur l'évolution que 2018 a vue sur notre rapport aux réseaux sociaux. On peut tous s'accorder de manière générale et raisonnable à dire que 2018 a été ce qu'on appelle une annus horribilis. Vulgairement dit, sorry pour la censure, Marc, une année de merde. Et donc c'est certainement pas Facebook qui pourra me contredire. Alors, si on regarde ce qui s'est passé pour Facebook, la débâcle a commencé fin 2017, donc ça date pas d'hier en fait. Lorsqu'on commençait à filtrer dans la presse des révélations qui concernaient de possibles manipulations de la campagne présidentielle américaine par les autorités et les services secrets russes. On sait que certaines de ces allégations ont été plus ou moins vérifiées, d'autres n'étaient que des fake news, pour reprendre un mot à la mode, mais toujours est-il qu'il y a eu une influence réelle. Alors en mars 2018, tout le monde s'en rappelle, c'est l'affaire Cambridge Analytica qui éclate. Un ex-employé de l'entreprise britannique révèle comment plus de 80 millions de comptes d'utilisateurs Facebook, 87 millions pour être exact, auraient été détournés, piratés, manipulés pour tenter d'influencer les élections américaines, au point d'avoir, et ça a été clairement démontré, favorisé la victoire de Donald Trump. L'affaire est prise tellement au sérieux que Mark Zuckerberg lui-même sera sommé de venir s'expliquer devant le Congrès américain, personnellement et publiquement, plus tard devant le Parlement européen. Alors, les prestations lamentables qu'il y a eu au Congrès, à défaut de convaincre qui que ce soit, aura au moins eu le mérite d'inspirer les créateurs de mèmes en tout genre. Et quant à ce qui concerne sa prestation ou son passage devant le Parlement européen, il a laissé tellement un goût amer aux eurodéputés qu'il vaut mieux ne pas soulever la chose. Mais ça n'empêche pas que, malgré l'usage immodéré de la langue de bois, la série noire va continuer. En septembre, il est révélé qu'une faille de la plateforme aurait permis le piratage supplémentaire de 50 millions de comptes. En octobre, une enquête du Pew Research Center affirme que plus de 2 millions d'utilisateurs européens ont déjà résilié leur compte Facebook et qu'aux États-Unis, c'est quasi 4 utilisateurs sur 10, qui ont pris leur distance, leur nette distance avec le réseau social. Alors, en parallèle, il faut savoir que depuis mai 2018, arrivée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données privées, l'entreprise fait depuis lors l'objet de plusieurs plaintes collectives ou individuelles pour infractions répétées à cette nouvelle réglementation. Il faut rappeler également que Facebook avait dénoncé à de multiples reprises le carcan que cette réglementation faisait peser sur ses opérations et son intention de ne mettre en pratique qu'une version édulcorée de celle-ci là où c'était possible. Toujours est-il que plusieurs associations comme la Quadrature du Net ou l'Internet Society ou diverses associations de comptes de consommateurs ont déposé des mises en demeure et des plaintes auprès de leurs tribunaux nationaux et réclament des instances et des astreintes qui vont jusqu'à 1 000 € par utilisateur et par jour. Et malgré tout cela, on voit encore naître en novembre une nouvelle polémique autour d'une société qui s'appelle Definers, qui est une agence de relations publiques, employée par Facebook, réputée pour avoir des méthodes contestées et des pratiques plus que douteuses, qui auraient, et là c'est assez ironique, abusé des fake news pour décrédibiliser les personnes qui sont opposées à Facebook. Justement, dans une vague où Facebook se présente comme un chevalier blanc pour combattre les fake news. Il faut avouer que c'était quand même assez ironique.
Et alors que 2018 se termine, tout dernièrement, une enquête de New York Times vient de révéler que des accords commerciaux un peu trop, on va dire, laxistes ont permis à plus de 150 entreprises, et pas des moindres, on parle quand même de Microsoft, on parle quand même d'Amazon, de Netflix, de Spotify, d'accéder à une très, voire trop large quantité de données privées. On parle ici notamment de messages et de conversations privées d'utilisateurs, et surtout d'avoir un droit d'action dessus. Alors, quand on regarde tout ça, et qu'on regarde en parallèle la réaction de la direction de Facebook qui a eu beau se défendre en affirmant que tous ces scandales, toutes ces affaires ne découlent finalement que d'une mauvaise interprétation des partenariats que Facebook a conclus avec d'autres entreprises, notamment pour que les gens partout dans le monde puissent utiliser Facebook sur le plus de grand nombre possible d'appareils, de plateformes et de services, eh ben, l'entreprise aura quand même fort à faire pour convaincre de sa bonne foi et de ses bonnes intentions. Et il faut dire que passé la prise de conscience collective et le temps des divulgations de tous ces scandales, et il y aura probablement encore d'autres affaires qui vont ressortir, 2019 risque fort de s'ouvrir pour Facebook sur toute une série de mesures judiciaires qui seront menées à son encontre. Et malgré son apparente toute-puissance, la firme risque quand même de payer très cher la négligence, l'irresponsabilité et la légèreté dont elle a fait preuve dans la gestion des données de ces 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et pour nous, je pense que ça pose la question fondamentale du degré de confiance qu'on est prêt à mettre dans ces plateformes et du rapport que l'on en retire par rapport à l'usage qui est fait de ce qui nous appartient fondamentalement, à savoir quelque part nos pensées, notre vie qui se retrouve monnayée parfois sans aucun scrupule. Voilà, bon, je ne vais pas vous embêter plus, c'était ma petite réflexion philosophique de fin d'année. De toute façon, vous le savez bien, on continuera à suivre cette actualité pour vous en 2019. Et d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt avec toute l'équipe. Salut les gens. Merci Marc, on va se tourner maintenant vers le Luxembourg et aller retrouver Bruno qui est à l'ouverture ou fermeture de sa boutique. Bonjour à tous, donc moi je vous parle du Luxembourg. Je suis en ce moment dans mon magasin où je vends des véhicules électriques, des locations de véhicules électriques. Et je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes et la bonne année. Mais je vais vous le faire en luxembourgeois. Donc, Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Alors, c'était du luxo. Bon, moi je voulais un peu revenir sur l'année 2018 en parlant un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc, de cette intégration d'assistants, d'intelligence artificielle dans tous nos objets connectés, dans nos téléphones, dans nos enceintes connectées, sur nos ordinateurs. Donc, tout ça est quand même quelque chose qui a évolué au fil du temps et surtout ces derniers mois, ces dernières années. Petit historique, peut-être au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup croient, ou la plupart croient peut-être que tout ce qui est assistant personnel, intelligence artificielle est très récent. En fait, c'est depuis les années 1950 qu'on en parle. Et c'est un monsieur du nom de Turing qui a même développé le premier test qui est censé dire si une intelligence artificielle, donc un programme informatique, est peut-être considéré comme une intelligence artificielle, donc non biologique, mais technologique. Donc il a défini en gros si on pouvait avoir une conversation avec la machine et qu'on pouvait pas différencier cette conversation d'une conversation avec un être humain, que en l'occurrence ça serait donc une intelligence artificielle digne de ce nom. Par la suite, on a estimé que pour arriver à ces fins-là, il faudrait que la machine ait les connaissances d'un enfant de 8 ans. Donc, lié à ça, sont vus confrontés à pas mal de limitations au niveau technologique. Bien entendu, la puissance de calcul. À l'époque, les ordinateurs étaient à leur balbutiement. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de connaissance aussi. Donc, pour pouvoir tenir une conversation avec un être humain, il faut avoir un background, une connaissance sur un certain domaine au moins,
si on limite cela à un domaine. Et l'espace de stockage aussi, jusqu'à il y a très peu, était assez limité pour pouvoir stocker ces données-là, cette connaissance-là. L'autre problème, c'est comment créer cette base de données, cette vaste connaissance-là, non seulement de la stock, mais comment la créer, comment l'insérer à l'intérieur d'une base de données. Et on estime, les derniers tests estiment que ce n'est que vers l'an 2013 qu'on a en fait réussi à avoir tous ces paramètres-là pour atteindre une éventuelle intelligence artificielle. Les scientifiques disent que c'est toujours pas le cas. Mais donc justement, ces dernières années, il y a eu quand même une belle évolution au niveau de tous les assistants personnels, comme Siri, comme Google Assistant, comme Alexa. Et donc on a l'impression qu'on arrive déjà à avoir une conversation avec ces assistants-là, par exemple. C'est pas forcément le cas. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, ça n'est pas que la discussion avec la machine, mais c'est aussi, par exemple, tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc, on en a parlé souvent aussi. Il y a de plus en plus d'algorithmes de reconnaissance faciale qui vont pouvoir donc faire des connexions au niveau des données pour donner un avis, donner une pertinence ou trouver une personne au sein d'une foule, par exemple. Donc ça, c'est une chose aussi. Après, il y a tout ce qui est langage. Donc, on a eu beaucoup d'évolution au niveau de la compréhension quand nous, on parle à une intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'avancées aussi au niveau du retour de voix. Donc, le fait que l'intelligence artificielle nous parle de manière très humaine. Donc, ça contribue aussi à la sensation de parler avec une intelligence artificielle. À la base, le test de Turing ne parlait pas de voix, il parlait juste de l'écrit. Donc déjà là, il y a une belle avancée. Hein. Le domaine dans lequel l'intelligence artificielle a bien avancé, c'est au niveau des traductions. Donc on a vu vraiment maintenant les traducteurs qui arrivent à comprendre la langue, à traduire dans d'autres langues. Donc cette compréhension-là est quand même assez complexe parce qu'une langue est quelque chose de très complexe et une phrase va pouvoir être traduite correctement en fonction de son contexte. Donc tout ça, à nouveau, le contexte, le savoir, on appelle ça le deep learning. Donc on en a parlé souvent aussi dans les technos cette année, quelque chose qui va être à l'ordre du jour dans les prochains mois de toute façon aussi. Justement, donc c'est ça qui permet le deep learning, mon terme barbare, qui permet vraiment de construire cette base de données là. Donc la machine va elle-même sonder une liste de sources qu'elle a, que ce soit par écrit, photo, audio, et va pouvoir donc construire des références croisées et en tirer des conclusions. Et grâce à ça, grâce au script qu'il y a derrière, va pouvoir donner éventuellement une réponse à une requête que nous, êtres humains, allons nous poser. Donc on va atteindre probablement à un certain moment cet état de conversation, même si beaucoup de scientifiques estiment que ça sera jamais possible parce qu'on ne pourra jamais couvrir assez de savoir pour répondre de manière intuitive, enfin que la machine réponde de manière intuitive. Donc là, c'est vraiment une chose que je vais suivre avec beaucoup d'attention dans les prochaines années, la prochaine année, parce que je pense qu'il y aura pas mal de percées là-dessus. Voilà, donc j'espère que ce sujet-là vous intéresse aussi. Nous, on va en parler au niveau des technos, ça c'est clair. Allez, à la prochaine. Oui, c'est clair, l'intelligence artificielle sera un de nos sujets de prédilection sans doute en 2019, tout comme par exemple la blockchain que défend ardemment notre chroniqueur Sébastien. Bonjour à tous, amis des technos. Alors moi, pour cette vidéo bilan 2018, ça va pas vous surprendre, j'avais envie de vous parler de la blockchain. Parce que 2017 a été riche en spéculation, 2018 a été l'occasion pour beaucoup de revendre leur Lamborghini, puisque malheureusement, devenir riche rapidement, c'est pas si simple. Du coup, certains prévoient déjà la fin des crypto-monnaies et de la blockchain en 2019. Moi, évidemment, j'ai une vision complètement différente des choses. Maintenant que j'ai commencé à beaucoup voyager en 2018, et que je vais continuer à le faire d'ailleurs en 2019, ça m'a donné l'opportunité de découvrir aussi d'autres contextes politiques et sociaux, et surtout de le faire avec d'autres nomades qui venaient aussi d'environnements et de contextes très différents.
Et le constat s'impose un petit peu pour tout le monde, c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne ou une énième élection qui va nous amener des extrémistes populistes au pouvoir, ça va rien résoudre, ça va pas suffire. Et il nous faut vraiment une nouvelle forme de démocratie. Alors une démocratie non représentative, plus directe, plus ouverte, plus transparente, plus globale et surtout plus résistante à la corruption. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la vision, les valeurs, la philosophie qu'il y a derrière la blockchain. Alors pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose, malheureusement, mais je pense que c'est ça qui va être intéressant à observer en 2019, c'est que maintenant que la vague spéculatoire est terminée, les développeurs se sont remis au travail, les chercheurs se sont remis au boulot, et on devrait avoir apparaître des vraies innovations, des vraies avancées dans le domaine de la blockchain pour la rendre plus scalable, pour la rendre plus utilisable à la fois par les développeurs et par les utilisateurs, et donc pour amener de nouvelles applications et cette nouvelle forme de démocratie que j'appelle de mes voeux. Alors si vous pensiez que l'Internet avait été révolutionnaire, j'espère que vous avez attaché vos ceintures, que vous avez libéré vos esprits, comme dirait Morpheus, parce que je pense que les années à venir, et notamment 2019, vont être riches en choses qui vont bouleverser un petit peu notre vision du monde et de ce qui est possible. Et en tout cas, c'est ce que moi j'appelle de mes voeux. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2019, une année du coup plus décentralisée. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui va arriver en 2019, mais moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui me fascine le plus. Donc encore une fois, une très bonne année 2019 à tous et à bientôt. Au revoir. Merci Sébastien. On se tourne à présent vers celui que vous avez peut-être le moins entendu durant ce début de saison, donc depuis le mois de septembre. C'est un nouveau venu dans l'équipe. Il s'agit de Stuff. Il va se rattraper pour cet épisode-ci. C'est lui qui fait la plus longue séquence, mais il a plein de choses à nous dire, ce garçon. Alors on va l'écouter. Salut les technos. Alors je teste pour vous un truc qui est en face de moi et qui m'a coûté de l'argent. Et donc j'ai dépensé de l'argent à cause des technos, parce que j'en ai entendu parler dans les technos. C'est l'Osmo Pocket. Donc voilà, là je bouge, et puis petit Osmo Pocket va me suivre avec du face tracking. Ce qui est intéressant avec l'Osmo Pocket, je trouve, au niveau technologique, avant que je parle un petit peu plus de moi, entre guillemets, c'est qu'on peut le combiner avec un iPhone, en fait. Donc il y a un petit adaptateur que je pense que je peux sortir, en fait, pendant que j'enregistre. On va essayer. On va voir s'il râle pas trop. Il a pas l'air de se plaindre, ce qui est pas mal. Il y a un petit adaptateur qui est ce petit truc là, qui existe en version Lightning et en version USB-C, je pense, ouais. Peut-être ça existe en micro USB, mais en tout cas dans la boîte on a les deux. Et puis ce petit adaptateur, il a au dos, il a des petites pins comme ça, il en a 4. Et puis on les glisse soit dans un sens, c'est-à-dire soit dans ce sens-là, où donc on peut brancher l'Osmo Pocket sur le téléphone, donc récupérer les fichiers et tout ça, soit dans l'autre sens, où tout simplement il se range sans prendre de la place, donc ce qui est plutôt pratique, parce qu'on a toujours l'adaptateur avec soi. Alors en dessous de l'Osmo Pocket, il y a un emplacement USB-C qui permet de le charger et aussi je pense de brancher des accessoires. Donc pour l'instant je teste, hein. Je vous cache pas que moi les gimbals, je sais jamais trop quoi en penser, parce qu'en fait, souvent, il faut pas être brutal du tout avec un gimbal. Je vais vous montrer l'exemple. Là, si je me barre là, ben voilà, il m'a perdu, là. Si je me barre là, il m'a perdu. Voilà, là, il est complètement perdu, voilà. Donc là, je dois, a priori, refaire le tracking. Je sais même pas s'il va trouver le tracking lui-même. Je pense pas. Je pense que je dois arrêter la vidéo. On va essayer pour voir si je sais faire le tracking pendant la vidéo. Voilà, ok, ça a remarché. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est pas super génial, je trouve. Soit, c'est un peu cher quand même en plus, hein, donc faut pas oublier ça. Là, par exemple, mais là je peux le monter aussi à la main, ce qui est plutôt pas trop mal. Mais ça va pas autant le corriger, donc il faudra peut-être refaire le tracking plus haut, j'en sais rien. Voilà, peut-être là c'est peut-être bon. Voilà, soit. Bon, parler d'autre chose. Maintenant, sinon j'ai déjà grillé 2 minutes. Je veux vous en profiter pour vous parler de mon installation photovoltaïque. J'ai décidé, donc j'ai changé de maison il y a quelques mois. La maison dans laquelle on était auparavant, on y a vécu 20 ans, et une des premières idées que j'avais à l'époque, il y a 12 ans maintenant, 11 ans pardon. Donc il y a à peu près 12 ans, je me disais je vais installer des photovoltaïques, puis comment ça se passe dans une maison, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc dans la nouvelle, je me suis dit c'est la première chose que je vais faire effectivement. J'ai décidé d'installer, j'ai décidé d'investir, donc de mettre beaucoup de photovoltaïques. Je vais vous donner un exemple. Chez ma mère en Belgique, en février, on va installer 8 modules, ce qui représente 8 x 4,
8 x 3, à peu près 2,3 kW pic, ce qui est vraiment pas énorme, mais il n'y a pas plus de place sur son toit. Par contre, chez moi, j'ai décidé de faire un autre niveau, entre guillemets. J'ai installé 44 modules pour un total de 13,86 kW pic. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en photovoltaïque vont se dire c'est dingue, c'est beaucoup quand même. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça, stuff? Il s'avère que déjà je voulais, encore une fois, comme je vous le disais, je voulais investir un petit peu d'argent et aujourd'hui il vaut mieux l'investir en photovoltaïque qu'à la banque. Et d'autre part, je voulais me rendre le plus indépendant possible du réseau. J'avais aussi un intérêt de voir dans la pratique, en tant que personne impliquée politiquement pour les énergies renouvelables, comment tout ça est faisable. Il s'avère que je suis positivement impressionné du rendement en fait de ces photovoltaïques, de ce total. Il s'avère que pour l'instant je fais globalement en gros pratiquement tous les jours ma consommation, et on est en hiver, dont j'ai besoin. Nous on consomme entre 10 et 12 kilowattheure par jour à la maison, et c'est ce que produisent les photovoltaïques. Alors il y a des jours où j'ai produit 19, ce qui est assez impressionnant, et il y a des jours où j'ai produit 1,7. Avant-hier par exemple, catastrophe, toute la journée il a fait gris, tout ça. En été je pense que je vais produire beaucoup. Maintenant en hiver évidemment, la nuit, sur le système allemand, j'utilise l'énergie du réseau. Donc c'est pour ça que je suis impatient de recevoir ce qui va avec le photovoltaïque, c'est-à-dire, enfin dans mon cas, la batterie Tesla Powerwall. Alors pourquoi Tesla? Pas juste pour me la péter et parce que c'est génial au niveau design, parce qu'au niveau design, les autres, c'est les autres batteries sur le marché, en gros, c'est des frigos. Mais tout simplement parce que il s'avère que quand on lit un petit peu tout, la Tesla Powerwall, elle est assez bien, elle est même plutôt bien, plutôt en haut, et elle est au niveau prix assez bien aussi. Et donc, elle va me permettre d'avoir de l'énergie la nuit. En sachant que, encore une fois, la différence entre la Belgique et l'Allemagne, c'est qu'en Belgique, votre compteur tourne à l'envers. Donc, en gros, vous avez pour 1 watt produit, 1 watt gratuit, en gros. Donc, peu importe quand vous utilisez votre courant. Même si, écologiquement, je peux que recommander de faire tous les trucs qui consomment énormément de courant. Genre, charger sa voiture électrique, faire tourner la machine à laver, faire un gâteau dans le four, éventuellement la journée, si c'est faisable. Parce que, pour des raisons de production d'électricité qui est toujours plus haute la journée que la nuit pour l'instant, c'est mieux écologiquement. Nous, en Allemagne, on a un système différent, c'est pas 50-50, c'est pas 1 watt pour 1 watt, on achète notre watt, notre kilowatt à un prix qui va surprendre les Belges, c'est-à-dire qu'on le paye, moi je le paye à peu près 28 cents du kilowatt, plus un prix de base, peu importe si je consomme 1 watt ou pas, même si je consomme 0 watt, je paye quand même 9 € tous les mois, quoi qu'il en soit. Et quand je revends mon kilowatt au réseau, là je ne le revends que, accrochez-vous bien, je vous dis, je l'achète 28, je le vends 12. Donc 12, c'est un peu nul. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec sa production exagérée d'électricité? Il faut l'utiliser à d'autres escients. Ne pas l'utiliser, faut pas faire tourner des lampes à 100 watts sans cesse pour dire j'ai du courant, je vais l'électriser. L'utiliser, au contraire, moi je suis quelqu'un qui a un but de continuer à économiser le plus possible d'électricité, mais il y a d'autres utilisations, par exemple d'autres personnes et d'autres sujets, et par exemple ça m'a permis décider de me mettre à l'électromobilité. Alors je sais que c'est quelque chose qui a été discuté chez vous, c'est bien, c'est pas bien, machin, moi j'ai décidé de me mettre à fond là-dedans, aussi pour savoir comment ça marchait, aussi pour avoir l'expérience de ne jamais trouver un endroit où charger quand on est parti, quand on part à l'extérieur. Mais il faut savoir que moi je vais charger en général à la maison avec de l'énergie renouvelable 100%. J'ai la chance de pouvoir avoir ça. Dans un premier temps, je vais charger tout simplement avec une prise de courant 220 volts, très doucement, parce que c'est l'hiver et j'ai pas encore ma batterie. Et ensuite, je suis en train déjà de me renseigner sur les points de chargement à la maison qui sont donc branchés qui montent plus haut, donc qui montent plutôt à minimum 4,6 kW, et la voiture que j'ai achetée, qui est donc la Hyundai Ioniq, elle peut jusqu'à 6,6 kWh. Il y a des voitures qui peuvent faire jusqu'à 7 kW. Ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en électricité, ce qui n'était pas mon cas il y a très peu de temps, je commence à m'y connaître un peu grâce à ça, ce qui est assez sympa justement. On parle d'une seule phase. La majorité des voitures électriques aujourd'hui, quand on est en AC, c'est-à-dire en courant à la maison, on fonctionne que sur une phase. Certaines voitures fonctionnent en triphasé, comme par exemple les Renault Zoé, par exemple, qui peut se charger à 22 kW. C'est génial. Le désavantage, c'est que la Renault Zoé, quand on est sorti de la maison, elle se charge pas en DC, elle se charge que en AC. La mienne, ma Hyundai Ioniq, se charge en DC, et tenez-vous bien, elle se charge jusqu'à 80 kWh
Ce qui est pas mal parce qu'il y a d'autres véhicules, comme par exemple les BMW c'est quoi, i3, c'est ça? Ça s'arrête à 50 kW. Les Tesla, après, c'est une autre catégorie. Hein, j'ai testé une Tesla X, juste comme ça, hein, parce que voilà, j'avais envie de voir comment c'était, tout ça. Et j'ai un petit peu réfléchi à peut-être l'acheter. Finalement, non, parce que j'avais pas envie de dépenser autant d'argent pour une voiture, même si avec un prêt ça aurait été faisable aussi, mais ça aurait été un prêt pendant 8 ans, j'aurais été en gros emprisonné dans un prêt, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai acheté une voiture qui est globalement 3 fois moins chère. Donc les Tesla X, pour en revenir à elles se chargent jusqu'à 120 kW par heure, ce qui permet de les charger super vite, quoi. Sinon, voilà, la voiture électrique, c'est un compromis qu'on a fait d'avoir une 5 places, alors qu'on est 6 dans la maison. Ça veut dire qu'on garde notre Volkswagen Caddy Maxi, qui tourne au CNG, ce qui est pas si mal que ça non plus, donc au GNV en français, le gaz naturel de véhicule. Ça fait 6 ans que je roule au gaz naturel de véhicule, je suis super content. Ça ne produit pratiquement aucun CO2, mais ça reste une énergie fossile de laquelle j'ai envie de me débarrasser. Alors, on pourrait aussi parler, on en reparlera peut-être une fois dans les technos, des batteries qui sont dans les voitures, que ça coûte cher, que c'est pas forcément toujours recyclable, mais c'est quelque chose d'assez intéressant comme sujet, parce qu'il s'avère que ces batteries, une fois qu'elles ont fini d'être utilisées dans une voiture, et pour rappel, il y a des Tesla qui tournent aujourd'hui avec 1 million de kilomètres, hein, je ne déconne pas. Elles peuvent être réutilisées dans d'autres systèmes, comme par exemple pour utiliser à la maison, par exemple, pour faire tourner plein de choses qui n'ont pas besoin d'avoir du pic aussi brutal. Donc voilà. Donc plein de choses qui moi m'intéressent au niveau technologique, mais aussi politique et écologique évidemment. Hein, on peut faire de l'écologie sans faire de la politique. Et qui sont à la fois, pour moi, technologiques. Ça me permet d'allier l'utile à l'agréable, qui est mon métier. Je travaille notamment avec un pote sur une app qui fonctionnerait avec les converteurs, les inverteurs Solar Edge par exemple, mais aussi éventuellement dans le futur avec les SMA. Donc l'inverteur, c'est le truc qui transforme le courant DC qui vient de tes panneaux solaires en courant AC dont tu as besoin dans la maison. Voilà, il y a pas mal de technologies et je pense que Marc vous a mis deux trois petites images. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une formidable année 2019 qui sera très probablement l'année de l'électromobilité entre autres. On espère l'année d'un peu plus d'écologie et de plus de décisions politiques et surtout d'action citoyenne. Si vous regardez cette vidéo et si vous avez envie de faire comme moi, de vous impliquer au niveau de l'écologie, allez dehors, dans des manifs, allez protester, faites des sittings, des choses ainsi, toujours sans violence, mais toujours déterminé, ok, pour en gros montrer aux politiques que on est là pour sauver notre climat, tout simplement, et que, quoi qu'il en soit, comme on le dit en activisme, on est plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat. Voilà, bonne année 2019, et passez des réveillons agréables, plein de discussions éco-politiques. Oui, c'est ça aussi les technos, hein, c'est de l'information, de l'actualité technologique, mais vue par le regard des chroniqueurs des technos, et donc avec une bonne dose d'opinion et d'idées à transmettre. Donc ça vous permet, vous aussi, peut-être de mener plus loin une réflexion, peut-être pas nécessairement dans le sens dans lequel nous on vous la propose, mais en tout cas d'ouvrir la réflexion, c'est ça le plus important. C'est pour ça aussi qu'il y a des commentaires sur nos vidéos, que vous pouvez également participer de ce côté-là à l'élaboration peut-être des futurs épisodes ou des futurs hors-série des technos. C'est au tour de Xavier de nous parler maintenant. Salut à tous. Pour ce numéro de fin d'année, je souhaitais vous transmettre mes meilleurs vœux. J'espère que vous allez passer de très bons moments en famille, que 2019 sera une année pleine de surprises et aussi l'occasion de concrétiser vos projets tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous font une petite marque de soutien, qui nous envoient des messages positifs, qui nous transmettent leur bonne humeur et le fait qu'ils apprécient nos numéros. Je ne vais pas les citer parce qu'on en a plusieurs. Il y en a pour lesquels c'est vraiment récurrent et se reconnaîtront. Et donc merci à tous ceux-là, toutes ces personnes qui font qu'on ait envie de continuer à vous faire des chouettes numéros, ou en tout cas à essayer. Alors, pour ce numéro, moi je vais vous parler simplement de ma meilleure acquisition technologique en 2019.
et ce n'est autre que le DJI Osmo Plus. Alors, si je ne me trompe pas, Stuff vous a parlé de son petit frère ici à l'instant. Et donc, l'Osmo Plus, c'est une caméra également qui va vous permettre de filmer en 4K, de faire des time-lapse, de faire de la vidéo en slow motion et qui est totalement avec un gimbal motorisé, donc elle est stabilisée en 3 axes. Cette caméra est normalement équipée d'un petit micro qu'on voit ici, on ne voit pas ici puisque je l'ai perdu, mais c'est un tout petit micro qui se branche là et qui est pas d'une excellente qualité. Donc en gros, son micro a un défaut, c'est qu'il n'est pas vraiment protégé par le vent et il va transmettre le bruit du moteur du gimbal qui est refroidi en fait. Donc il y a un petit ventilateur dans la caméra pour la refroidir et ce petit ventilateur a tendance à s'entendre avec le micro de base. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté un micro qui s'appelle le Rode Video Micro, qui a une qualité déjà nettement plus, je veux dire, quasiment professionnelle. Il y a une version pro de ce micro-là, mais pour la plupart des personnes, même pour un usage, je vais dire, semi-pro ou pro, je pense que ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc ce micro se place grâce à un petit accessoire qu'on va mettre ici. Donc on va brancher ce petit accessoire sur la partie qui va servir à brancher le smartphone, ce qui est un des éléments différenciants par exemple avec la Osmo Pocket. On va avoir un support ici pour le smartphone qui va vous servir aussi bien pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de filmer, pour pouvoir faire le point sur une partie de l'image bien précise, ou de définir des fonctionnalités, par exemple faire un time-lapse. Vous pouvez faire des time-lapse avec une longue exposition. Cette caméra est équipée de différents accessoires également. On va pouvoir lui donner une stabilisation verticale également via des accessoires différents, mettre des supports pour de la lumière ou autre. Mais donc voilà, dans ce cas-ci, moi j'ai opté pour ce micro, le Video Micro de Rode. Donc on voit que c'est un micro qui est déjà d'une bonne qualité, qui vient avec sa petite bonnette pour le vent, un petit stabilisateur, enfin pas stabilisateur, mais un petit élément qui va atténuer les chocs ou autres qu'on aurait sur la caméra, et évidemment le petit câble pour le relier à la caméra. Donc cette caméra est vraiment d'une qualité incroyable. Donc c'est du 4K évidemment, on peut filmer en HD si on le souhaite. Elle a une stabilisation qui est vraiment très efficace. Je veux dire, même sur le plan vertical, les mouvements sont atténués. Donc un stabilisateur va forcément améliorer ça si on prend un stabilisateur vertical qui va compenser vraiment les mouvements dans ce sens-ci. Mais si vous regardez ici, par exemple, si je fais un mouvement brusque, en fait la caméra va atténuer le mouvement. Donc quand je passe de gauche à droite, la caméra va d'elle-même atténuer ça. Alors on a un petit joystick ici qui va permettre d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas sur la caméra, et c'est un outil que j'ai utilisé principalement pour le moment pour mes films de vacances par exemple, ou pour des projets professionnels où j'ai été interviewer des personnes sur mon produit. La caméra Osmo Pocket qui vient de sortir, donc la petite sœur, elle est plus destinée à mon avis à des vlogueurs, donc à des personnes qui font des petits podcasts vidéo et qui ont besoin de pouvoir l'emporter partout. Ceci, c'est une caméra qui est un peu plus encombrante, elle a déjà un certain poids. Vous n'allez pas la porter comme ça à bout de bras pendant toute la journée, mais ça vous permet de faire des films vraiment d'une qualité très très impressionnante. Même dans la lumière sombre, la caméra a un très bon rendu.
Et donc voilà, ça c'est vraiment le projet enfin l'acquisition en 2019 qui d'un point de vue technologique m'a marqué. J'ai fait d'autres petites acquisitions comme des produits de Xiaomi, donc une lampe, un plafonnier dont je vais vous parler, qui est un plafonnier connecté de Xiaomi. Mais pour ce petit numéro, voilà, je tenais à mettre ce produit-ci en avant qui, même si la Osmo Pocket est sortie et conviendra à des personnes qui veulent vraiment un objet beaucoup plus mobile, celle-ci est un produit on va dire avec un usage un petit peu plus professionnel, même si le prix reste abordable pour ce type de produit. Voilà, bonne fête à tous, passez de merveilleux moments et soyez heureux. Merci Xavier, joli jouet, bien entendu, encore des hors-séries à venir, comme tu le disais. On va certainement encore avoir l'occasion de parler de ce type d'objet ou d'autres choses également. Allez, un dernier pour la route, si vous le voulez bien, Sébastien, l'autre Sébastien. Alors là, il faut que je vous prévienne, il a eu que des soucis, ce garçon, ce mois de décembre, c'est peu de le dire, et en particulier au niveau technique, lors de l'enregistrement de sa capsule, il n'a pas eu beaucoup le temps en plus, donc des problèmes de son, des problèmes d'image. J'ai essayé tant bien que mal de récupérer ça, je voulais vraiment vous la partager, et donc je vous demande juste de tendre l'oreille pour écouter ce que Sébastien a à nous dire, et de faire preuve d'indulgence par rapport à la qualité du son. On essayera de faire mieux la prochaine fois, oui, c'est promis, mais bon là, je suis désolé, c'est comme ça, et je voulais vraiment lui donner la parole également. Bonjour à tous, et, je profite comme tous mes petits camarades de cette petite vidéo de fin d'année pour évidemment d'abord vous souhaiter une excellente année 2019. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël, que vous n'êtes pas tous trop gavés et que voilà, on va pouvoir commencer sur de bonnes bases pour 2019. Pour une fois, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour ne pas avoir la face caméra qui normalement est ici, mais bien sur le côté de mon bureau. Vous ne voyez qu'une partie de mon bureau, mais mon fidèle compagnon, non pas mon téléphone, mais mon portable, et une partie de mes écrans qui me permettent de pouvoir regarder ce dont on va parler pendant qu'on enregistre les numéros. Je voulais également aussi profiter de ce petit moment hors du temps et hors des actualités pour vous souhaiter effectivement une super année 2019, mais aussi pour un petit moment de conscience collective face à la technologie, parce que si vous le voyez effectivement ces dernières années dans les podcasts que vous suivez, j'essaie d'avoir en tout cas un certain engagement vis-à-vis de mes sujets, et on parle ici, je voulais parler de pouvoir de réseaux sociaux et d'autres influences de la technologie dans nos vies de tous les jours. D'abord, je voudrais profiter de ce message pour saluer tous les gars comme vous et moi qui sommes derrière la technique et qui font fonctionner tout ce que nous aujourd'hui on apprécie comme gadgets, que ce soit les téléphones, les sites web, toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui d'avoir une vie plus agréable que ce qu'elle était il y a quelques années. Et en même temps, un petit message de conscience pour dire que, attention, derrière ces technologies, il y a des gens, et derrière ces réseaux qu'on utilise, il y a aussi des gens, et ce que nous postons, ce que nous faisons ont des impacts sur la vie de tous les jours, sur la vie d'autres personnes. Et il y a derrière ces réseaux des gens. Et donc si pendant un moment ou l'autre sur l'année 2019, on pouvait en profiter pour déconnecter une soirée et sonner à la porte de son voisin gentiment pour dire que oui, il y a des gens en chair et en os qui existent aussi, avec lesquels on peut faire des rencontres. Et ça, c'est un peu la tendance des dernières semaines dans pas mal de sites d'actu en disant les réseaux sociaux ont échoué. Et oui, effectivement, les réseaux sociaux ont échoué aujourd'hui parce qu'on a plein d'amis sur les réseaux sociaux, mais pas des amis comme on avait il y a 10 ans. Vous voyez, on en revient à des sujets habituels de vieux cons, si je peux dire, où effectivement, à l'époque, on partageait des passions, et donc on créait des réseaux et on discutait, et c'est à partir du moment où on partageait avec ces gens, parce qu'on partageait, comme on partage une passion, Marc, Xavier, Benoît, Sébastien, Flûte, et notre nouveau Snitch, je ne sais plus qu'il m'excuse si j'ai écorché son pseudo, mais on n'a pas encore pu enregistrer ensemble. Et donc on partage des passions ensemble, et donc ça nous permet ensuite de nous revoir et d'échanger plutôt que d'avoir des gens avec qui effectivement on ne partage plus aucun lien social.
Donc voilà, c'était un petit rappel pour se dire qu'il y a des choses et des gens derrière ces technologies, donc profitez des gens tant qu'ils sont là. J'espère qu'on pourra vous proposer plein de nouveaux gadgets et de nouvelles technologies, ça il en va de soi pour l'année prochaine. Et donc voilà, meilleurs vœux pour l'année 2019, j'espère que vous serez encore très nombreux à nous suivre, que vous appréciez depuis ces longues années de nous suivre, et qu'on pourra encore vous apporter beaucoup de nouveautés, beaucoup de vous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'est la technologie et sur ce que nous on comprend de la technologie. Merci à tous et à très bientôt. Voilà qui est une belle conclusion pour ce 194e épisode des Technos. Il me reste à mon tour à vous souhaiter une très très bonne année 2019. On va se retrouver bien vite avec de nouveaux épisodes. Restez-nous fidèles si possible. N'hésitez pas à partager nos vidéos, à les commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ou à inciter vos amis à s'abonner. C'est notre seul salaire. Je tiens à le rappeler à chaque fois. C'est simplement le fait d'être chaque fois plus nombreux d'année en année. Merci encore de nous suivre. À l'année prochaine. Salut.